Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps d'assister à ce petit webinaire ou à cette présentation. L'idée, vraiment, c'était de pouvoir discuter un petit peu de la formation aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, les challenges qu'on rencontre, ce qui disparaît, ce qui demeure, et puis les évolutions qu'on risque de voir apparaître de plus en plus. Donc, comme indiqué dans l'intro, je suis Dr Chalouf Yousra, je suis docteur en psychologie d'apprentissage pédagogique. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est parce que c'est un sujet qui touche aussi à mon quotidien et des questions que je me pose un petit peu tous les jours et que j'aimerais partager avec vous pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez ça. L'idée, c'est principalement de réfléchir ensemble sur l'impact de la technologie de l'IA, pas autant l'outil, mais son utilisation et ce que ça va avoir comme effet sur notre quotidien, sur notre comportement, sur la façon dont on aborde la formation et essayer de voir un petit peu ces changements et ces transformations qu'on commence à constater aujourd'hui dans le domaine de la formation de façon générale, mais aussi dans tous les secteurs d'activité qui nous entourent. D'ailleurs, l'IA, aujourd'hui, on entend parler, peu importe où nous sommes et peu importe notre contexte, notre société, notre structure, que ce soit dans de l'éducatif, que ce soit dans le business, dans la finance, dans la santé ou autre. C'est vraiment un sujet qui est posé sur la table. Au-delà de la technologie et de l'apport qu'elle procure, il y a aussi des fois des pratiques qui doivent être revues parce que justement, on ne sait pas trop où se placer par rapport à cette technologie. Donc, hop, voilà. Le plan de la présentation, pour que vous ayez un petit peu une idée de où on va. Donc aujourd'hui, la présentation, elle va porter autour de 5 axes principaux. On va essayer un petit peu de discuter, de parler de la problématique telle que je l'ai posée aujourd'hui. Bien sûr, c'est un angle que j'ai choisi pour pouvoir réfléchir et opter pour un socle commun de réflexion. C'est une problématique qui touche un petit peu à tout et qui, en fonction des personnes qui la posent, va avoir une perspective différente. D'accord. Ensuite, on parlera des risques. Et par risque, j'entends là comment est-ce que nous, on aborde les risques que l'IA met en lumière par rapport au secteur, ce qui demeure. Donc, quelles vont être les pratiques, les astuces et les comportements adoptés ou qu'on va garder en fait de la version entre guillemets classique de la formation, puisqu'ils risquent de disparaître. Et en parallèle, les nouveaux rôles que nous allons avoir tous dans le futur dans le secteur de la formation. Alors, la problématique. Donc, aujourd'hui, notre problématique, à mon sens, elle peut être résumée dans ces 2 petites lignes. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on a plus et moins d'impact, d'accord? Dans notre contexte socio-économique, on ne cesse de le constater. C'est un véritable paradoxe. Tout le monde le vit, il est posé partout où on tourne notre regard. On n'a jamais autant produit de contenu que maintenant. Et pourtant, on remarque vraiment que nos apprenants, ils sont saturés, ils sont étouffés sous cette vague d'informations, de formation, d'apprentissage, de connaissances qu'ils ont à portée de main, à portée de doigt, à portée de clic, finalement. On se rend compte que il y a quelque part un faible transfert de savoir et de compétences sur le terrain, malgré la quantité faramineuse d'informations et de connaissances qu'on a à disposition. Il y a aussi beaucoup de personnes qui discutent du fait que, par exemple, notre attention, elle devient vraiment de plus en plus courte, parallèlement à cette augmentation de quantité d'informations, de connaissances et de savoir. On est devenu vraiment consommateur de l'information. On la filtre de moins en moins, on l'utilise de façon complètement différente pour se divertir, aussi pour apprendre, pour augmenter nos compétences de jour en jour, mais aussi pour faire notre travail dans notre quotidien, pour nous faciliter nos tâches de tous les jours dans tous les aspects de notre vie. Mais quand on réfléchit un petit peu à ce paradoxe et quand on réfléchit à ce span of attention, ce fameux temps d'attention, on se rend compte que ce n'est pas tant ça qui a changé, mais que c'est notre réalité qui a complètement changé. On a aujourd'hui une tolérance au contenu qui est complètement différente. Par exemple, on va tolérer de moins en moins les contenus à faible valeur ajoutée.
ce qui a changé. Avant, on prenait ce qu'il y avait à prendre parce que justement, ce qu'il y avait à prendre était minime. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, on prend les fans de jeux vidéo. Aujourd'hui, les fans de jeux de vidéo sont en capacité de rester pendant des heures et des heures à jouer. Les personnes qui adorent regarder des séries télé, pareil, ils sont en capacité aujourd'hui de regarder pendant des heures, de binge-watch des séries sur plein de plateformes. Donc, ce n'est pas tant le temps d'attention qui a baissé, même si c'est ce qu'on perçoit. C'est l'impression qu'on a quand on utilise les réseaux sociaux, par exemple, quand on regarde des vidéos et que des fois on a la tête ailleurs, ou quand on est en train de lire sur un livre ou lire quelque chose et qu'on se retrouve à prendre inconsciemment notre téléphone pour scroller ou regarder des et interrompre les tâches. Donc on se rend compte, en fait, les chercheurs, quand ils ont essayé d'adresser un petit peu ces thématiques, se sont rendus compte que ce n'était pas tant l'attention qui avait baissé, mais plutôt comment est-ce qu'on le perçoit, comment notre attention est devenue vraiment plus exigeante, mais en parallèle plus volatile. Donc il suffit de très peu pour qu'on décroche, justement parce que notre taux d'exigence de ce qui va attirer notre attention, il s'est aiguisé avec le temps et il s'est aiguisé un petit peu avec la pratique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une véritable compétition pour l'attention. C'est vraiment ça. Ce n'est pas tant le temps d'attention, ce n'est pas tant la qualité de l'information qu'on va avoir, mais c'est plutôt la compétition pour notre attention. Elle est tellement élevée, tellement présente partout, dans tous les types de contenus, que ce soit des contenus à titre informatif, que ce soit des contenus à titre de divertissement, que ce soit des contenus de formation, qui est notre sujet d'aujourd'hui, que ce soit des contenus de jeux ou de loisirs, toutes les structures, tous les organismes et tous les moyens sont mis en place pour capter notre attention. D'accord? Donc, il y a cette fameuse compétition qui fait qu'on se détourne s'il n'y a pas l'accroche pour nous rappeler à l'ordre. Vous me direz peut-être quel est le rapport avec la formation ou encore quel est le rapport avec l'IA, par exemple. En fait, comment je vois ça? C'est que je me dis que c'est très simple. Le contexte social dans lequel on est aujourd'hui est en train de se modifier. D'accord? Les attributs qui définissaient en quelque sorte notre environnement, ou les variables qui définissaient notre environnement, sont aussi en train de changer. Donc, en l'occurrence, notre capacité d'attention est devenue une composante essentielle de l'apprentissage. Plusieurs années, if we go back à plusieurs années de là, il n'y avait pas autant de compétition pour l'attention. Quand on était à l'école, on n'avait pas autant, nos professeurs, nos enseignants, nos maîtres et nos maîtresses n'avaient pas besoin d'un effort considérable pour attirer notre attention. On savait que l'information qu'on allait récolter chez nos professeurs, chez nos enseignants et nos tuteurs, elle n'allait être disponible que là, qu'autrement, il fallait passer des heures à la chercher sur un livre, à discuter avec des amis, des collègues, des connaissances, pour obtenir une autre version de cette information, de cette connaissance et de ce savoir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc forcément, les personnes qu'on va avoir devant nous quand on fait nos formations, elles sont différentes des personnes que nous étions, qu'étaient nos parents, nos grands-parents, et ainsi de suite. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous parler d'une théorie. C'est la théorie de la charge cognitive et de l'apprentissage de John Sweller. Alors, Monsieur Sweller a travaillé pendant les années 80 sur la théorie de la charge cognitive. Son objectif premier, c'était principalement d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains dispositifs pédagogiques échouaient, même si le contenu qui était créé était plutôt qualitatif, plutôt correct. Mais il s'est rendu compte que notre cerveau, en fait, quelque part, une capacité qui était limitée de traiter l'information. D'accord? Et donc, d'après ses recherches, il s'est rendu compte que plus le contenu disons, plus on avait de contenu, moins on apprenait. C'était pas une condition obligatoire. Le fait d'avoir beaucoup de contenu ne voulait pas forcément dire qu'on apprenait mieux. D'accord? Et que surtout, quelquefois, c'était même l'inverse. On aurait pu penser que beaucoup de contenu illustré, détaillé, analysé, étoffé, ça allait être très pertinent et que ça allait attirer notre attention, mais il s'est rendu compte à travers ses recherches que ce n'était pas le cas, que trop d'informations, quelquefois, elles bloquent l'apprentissage. Alors que
Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est la définition même du contexte dans lequel nous sommes. Donc aujourd'hui, on évolue dans un environnement qui est digital, qui est digitalisé. On est constamment sollicité à travers tout ce que nous avons. On doit faire un effort conscient pour contrôler notre attention, parce que indirectement, ça va créer de la charge cognitive. Et on se rend compte qu'on doit faire un effort vraiment conscient pour porter cette attention et la garder, justement parce que on a ce trop-plein d'informations et de connaissances. Je vais essayer de vous situer peut-être un peu plus par rapport à cette théorie, pour que vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Voici quelques petites statistiques qu'on peut trouver un petit peu partout. J'ai mis aussi les sources en bas de page, hein, vous les aurez de toutes les façons à disposition. Vous pouvez aller lire les articles, ils sont super intéressants. On s'est rendu compte par exemple que la durée moyenne d'attention sur une tâche, quand on est sur un écran pour faire notre travail, elle était de 40 à 50 secondes. Donc très vite, on pouvait la faire et on pouvait passer à autre chose. On s'est aussi rendu compte par exemple à travers les recherches de Markéal en 2008 que prenait approximativement 23 minutes pour retrouver la concentration après une intervention. Donc, si vous êtes en train de travailler, que quelqu'un vous arrête parce qu'il va poser une question, parce que vous allez discuter de quelque chose, ou parce que vous prenez votre téléphone, par exemple, pour regarder une information, checker un email, pour que vous puissiez revenir à votre état de concentration full, il va falloir 23 minutes, ce qui est énormissime aujourd'hui. D'accord. On a aussi constaté, par exemple, à travers les recherches de l'American Psychological Association, qu'on pouvait aller jusqu'à moins 40% de réduction de la performance quand on était en train de multitasker. Et ça, corrigez-moi, mais je pense qu'on est tous passés par là et qu'on est tous devant notre ordinateur à faire plein de choses en même temps, que ce soit sur notre support ordinateur si c'est notre outil de travail, que ce soit en tant que formateur quand on est en train d'animer nos séances de formation, ou que ce soit quand on check notre téléphone pour voir quelque chose. D'accord. Et une autre statistique qui est pour moi importante dans notre contexte de formation, c'est là aussi le fait qu'on est de plus en plus en déperdition d'informations. Donc presque 70% de l'information va être oubliée dans les 24 heures. D'accord? Si jamais elle n'est pas réactivée ou elle n'est pas utilisée dans le terrain, réactivée par des discussions avec les pairs, par des exercices pratiques et autres. Donc aujourd'hui, la formation, elle est en train de se faire sur une scène différente, qui a d'autres paramètres, qui a d'autres variables. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'humain a changé et que les personnes qu'on a en face de nous à former sont différentes de celles qu'on avait avant. Absolument pas. Je crois que c'est plutôt le contexte, en fait, qui a changé, qui maintenant composé de nouvelles variables, notamment des variables que la formation doit prendre en considération si elle veut garantir une transformation, si elle veut garantir et un avantage réel pour les personnes qui la suivent. Donc, il faut qu'elle compose avec l'oubli rapide, il faut qu'elle compose avec l'attention qui maintenant est fragmentée, il faut qu'elle compose avec cette possibilité de faire du multitasking. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que l'environnement a changé. Les gens qui évoluent dans cet environnement sont forcément impactés par ces variables, mais que les formats avec lesquels on forme, ils n'ont pas forcément suivi ce nouvel environnement, ce nouveau besoin et ce nouveau cahier de charge. D'accord? Donc, par exemple, si je vous donne un petit exemple, dans un contexte organisationnel, par exemple, on demande souvent à des personnes d'apprendre en société, et ces personnes-là, elles doivent, par exemple, travailler en parallèle à leur formation. Donc, par défaut, on les empêche quelque part d'apprendre puisque on n'a pas respecté la nouvelle variable de l'environnement où nous sommes et que la personne, elle doit d'un côté travailler, faire ses tâches, produire ce pourquoi elle est là et en parallèle à ça se former. Et ce n'est pas un high effectiveness de pouvoir faire les deux en même temps et de se dire oh waouh, j'arrive et à former et à me former et à répondre à mon mail. Absolument pas. Au contraire, ça risque derrière d'engendrer de la déperdition d'informations et d'avoir une action de formation qui n'est pas ciblée à 100%. D'accord? Donc il faut vraiment prendre le temps de réactiver ces apprentissages. Il faut prendre le temps déjà de créer l'environnement pour faire cette action d'apprentissage. Ensuite, créer un environnement pour le faire. Et si on n'a pas un temps dédié à la formation,
forcément, ça va être voué à l'échec, surtout au vu de ces nouvelles variables et de ce nouveau paradigme. Alors, hop, voilà, je vais y arriver. Donc, les enjeux économiques et sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est que la formation, elle a véritablement sa place. À aucun moment, je pense que depuis que l'IA est arrivée sur la scène, à aucun moment, elle ne s'est placée comme un remplacement de la formation. Au contraire, elle a appuyé ce rôle et cet enjeu économique et social qu'a la formation et que va avoir la formation dans les années à venir. Notamment, dernièrement, ces derniers jours, dans le rapport récent de l'Organisation internationale du travail, ils ont alerté sur le fossé qui va se creuser et sur les inégalités qu'on va commencer à voir de plus en plus entre les personnes qui vont avoir accès à la formation et ceux qui ne peuvent pas y avoir accès. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on continue de former, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on va former efficacement, comment est-ce que la formation va devenir le pilier des politiques publiques, elle va réduire ces risques d'inégalité qui vont voir le jour de plus en plus, et comment est-ce qu'elle va impacter la transformation des emplois, parce qu'avec la disponibilité de l'information, les règles ou les cartes sont redistribuées différemment. Maintenant, il y a disponibilité de l'information, il y a utilisation et il y a réalisation des actions suite à cette formation-là. Et sans une formation à proprement parler, sans un encadrement et une interaction, forcément, on va avoir des gens qui ont la formation mais qui ne savent pas l'utiliser et qui nécessitent ce petit push de formation. Et on va avoir des personnes qui ont aussi cette information et qui ont justement ce push, qui vont se voir attribuer des rôles encore plus intéressants et qui auront encore plus de valeur. D'accord? Donc, vraiment, la question à retenir ici, ce n'est absolument pas est-ce qu'on continue de former. La réponse est oui, most definitely, mais c'est comment est-ce qu'on va forcer efficacement. Comment on va former, efficacement. Donc, au vu de ce contexte-là, au vu des différentes variables dont on a discuté tout à l'heure, donc les variables d'attention, les variables de déperdition de l'information, les variables socio-économiques, ce qui va disparaître très fort probablement, et ce que nous avons déjà commencé à remarquer, c'est tout simplement les contenus génériques. Pas disparaître dans le sens où on ne va plus produire de contenu générique, mais dans le sens où la production de contenu en tant que tel, c'est quelque chose qui risque de disparaître avec le temps. Pourquoi? Parce que les contenus génériques sont fortement disponibles, ils sont disponibles à profusion. L'IA peut les générer en un clic. Ce qui va aussi disparaître, ça va être le style de slide qui sont un petit peu descendantes ou l'information qui est descendante. Pourquoi? Parce que là, pareil, si on a une thématique, on peut tout à fait demander à l'IA de nous générer tout un script sur cette thématique et on va avoir un enchaînement. Ce qui va aussi disparaître très fort probablement, ça va être les quiz simples. Pourquoi? Parce que, même chose, si on a un contenu à disposition, on peut le donner à l'IA, lui demander de nous générer un quiz, que ce soit un quiz avec des réponses vraies ou faux, que ce soit des QCM ou autres, et elle va pouvoir automatiquement générer un quiz très rapidement avec des critères, etc. Et ce qu'on va remarquer d'ailleurs, c'est que overall, les tarifs de production de contenu en tant que tel, ils vont être de moins en moins coûteux, justement, parce qu'il y a un gain de temps énormissime, puisque l'IA est en capacité aujourd'hui de faire ça. D'accord? Alors, attention, prenez ça pour moi avec des pincettes, et je le dis par expérience. L'IA est en capacité de produire du contenu, oui, il n'est pas toujours sur mesure par rapport à notre besoin, mais elle fournit en fait une première vague de contenu qui peut être personnalisé, quand c'est dans les mains des bonnes personnes. D'accord? Donc, l'astuce ou la chose qu'il faut systématiquement se dire, c'est que si une IA peut produire la même chose que vous, ça veut dire que vous n'avez plus un avantage compétitif. Et c'est donc très fort probablement dans la liste des choses qui risquent de disparaître. Donc notre positionnement en tant que formateur, en tant que concepteur pédagogique, en tant qu'ingénieur pédagogique, ça va être de définir ce que l'IA est en capacité de produire et de définir notre posture par rapport à cette nouvelle production et comment la transformer, la personnaliser et lui donner réellement cette valeur ajoutée, que ce soit à travers, par exemple, une scénarisation, que ce soit, par exemple, à travers un storyboarding
aux besoins des personnes que nous avons en face de nous, que ce soit à travers une logique cognitive ou une pratique métier-terrain qui n'est peut-être pas encore enseignée sur l'IA, et ainsi de suite. D'accord? Donc, le premier filtre que vous pouvez utiliser pour changer votre comportement et changer votre façon d'aborder la formation, ça va être ça. De vous poser à chaque fois la question, avant les actions de formation, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'IA peut faire? Et qu'est-ce que je peux faire que l'IA peut aussi faire? Là, vous commencerez déjà à enlever une première couche et à affiner un petit peu votre temps et vos résultats. Le risque. Le risque que nous allons avoir ici, c'est que c'est cette triade. C'est la disponibilité de l'information, le fait qu'on retient moins et le trop d'informations. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour presque tous les sujets, aujourd'hui, une personne novice, elle est en capacité de générer de l'information avec l'IA. Avec des recherches, avec les différents moteurs et les différents agents IA, on est en capacité de faire ça. Attention par contre, ici je parle absolument pas de qualité, mais je parle principalement de disponibilité de l'information. D'accord? Le risque qu'on va rencontrer avec cette triade, c'est que cette disponibilité et que cette disponibilité de l'information, trop plein d'informations, la quantité qu'on va produire, eh ben, il y a une possibilité que ce qu'on va produire va être retenu de moins en moins. Et donc, aujourd'hui, on a un véritable déséquilibre entre l'information, la présence de l'information et la quantité d'information et la rétention. D'accord? Il y a un équilibre entre ces variables-là parce que justement, on est en capacité de produire beaucoup, mais on n'est pas en capacité de créer plus d'apprentissage. Normalement, logiquement, on aurait dû avoir plus d'informations, plus de connaissances avec une augmentation systématique de l'apprentissage, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Ce manque-là, c'est la véritable valeur ajoutée du formateur et de l'humain. Donc notre enjeu, si je résume, notre enjeu, ce n'est plus d'ajouter de l'information, mais de concevoir des expériences d'apprentissage qui vont être alignées avec l'effort cognitif réel de l'apprenant. Donc l'information, elle est disponible. Aujourd'hui, notre valeur ajoutée en tant que formateur, en tant que tuteur, en tant que facilitateur, ça va être de prendre cette information, de la remodeler, de la repenser en expérience d'apprentissage qui va prendre en considération le contexte dans lequel évolue notre apprenant, c'est-à-dire sa capacité de rétention, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il va évoluer, c'est-à-dire ses besoins premiers quand il va suivre cette formation, les objectifs pour lesquels il fait cette formation, les perspectives d'évolution qu'il cherche à travers cette formation, pour que nous puissions vraiment lui apporter une valeur ajoutée que un agent IA n'est pas en capacité de faire encore aujourd'hui. Et du coup, ça m'amène à ce qui va demeurer. Ce qui, aujourd'hui, concrètement, existe encore, qu'on fait encore, ce qui va demeurer dans le secteur de la formation, ça va être la compréhension du besoin. Le fait de faire pratiquer, le fait de donner un feedback. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est des choses que l'IA peut faire, certes, mais qu'elle ne peut pas faire complètement, faire de la meilleure manière, et où la valeur réellement une place et disons, un comportement décisionnaire à ce niveau-là. D'abord, c'est le fait de comprendre le besoin réel, comprendre le terrain. En tant que personnes qui avons évolué dans le terrain, qui sommes en constante interaction avec les êtres humains, qui pouvons lire entre les lignes les comportements et ainsi de suite, on peut avoir un réel impact sur la compréhension du besoin réel, sur la compréhension du terrain et automatiquement adapter le contenu qu'on peut par exemple trouver sur l'IA, qu'on peut personnaliser, qu'on va tourner à la sauce de la personne qu'on a en face et à l'utilisation qui va en être faite. C'est la première chose. Ce qui va demeurer aussi, c'est le fait de faire pratiquer. L'IA aujourd'hui est en capacité de donner certes des exercices, mais elle n'est pas en capacité de suivre la pratique de ces exercices, de mettre en situation, d'adapter la situation sur mesure par rapport à la personne que nous avons en face de nous. Quand on est en salle de formation, on peut avoir personnes en face de nous et ces 10 personnes-là, on va voir de leur comportement, de comment ils vont suivre, de comment ils vont poser les questions, des discussions des discussions et des interactions et des échanges qui vont avoir lieu pendant la formation. Ça va nous donner une longueur d'avance
sur la mise en situation qu'on peut leur proposer qui correspond à leur et qui les fasse pratiquer concrètement ce qu'on veut qu'ils produisent finalement à la fin de la formation. D'accord? Il y a aussi le fait de donner du feedback qu'on va personnaliser avec l'historique. Là, pareil, l'IA est en capacité, si on lui donne une liste de commandes, de donner un feedback par rapport à un état donné, mais par contre, c'est littéralement en relation avec les informations qu'elle va recevoir. Elle n'est pas en capacité d'adapter ça automatiquement et de le personnaliser par rapport à l'historique de la personne qu'on a en face de nous, par rapport à ses spécificités propres, à son comportement, à sa personnalité, à sa façon d'acquérir l'apprentissage, à sa réflexion et ainsi de suite. Ok ? Ce qui, à mon sens, va encore demeurer, ça va être aussi ces trois aspects-là. Donc, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, ce que j'entends par là, c'est le fait d'analyser, le fait de trancher et de décider. L'IA, aujourd'hui, comme outil technologique, elle peut être une décision. Tout à fait. Et effectivement, ça, bien sûr, je ne le nie pas. Mais par contre, je pense qu'il y a des zones grises qu'elle n'est pas encore en capacité de lire. Elle n'est pas encore en capacité de trancher. Et donc, l'esprit critique du formateur, de l'humain, des personnes qui planifient les formations, qui va avoir de la valeur ajoutée, puisque ça va nous permettre vraiment d'analyser, de trancher, de décider. On aura forcément à disposition toute une liste de critères par rapport à une situation et on pourra trancher dans les zones d'ombre et les zones grises que l'IA n'est pas encore en mesure de faire. Et puis, il y a la contextualisation métier. La contextualisation métier, c'est le fait d'appliquer vraiment la formation au métier spécifique dans lequel notre personne, elle évolue. D'accord? Donc, à moins que l'IA ou le modèle que nous avons d'IA dans une structure donnée soit entraîné spécifiquement à cela, force est de constater aujourd'hui que les modèles qui sont à disposition sur le marché, que ce soit dans leur version payante ou dans leur version gratuite, n'est pas entraîné systématiquement pour les tâches qu'ils font. Donc, c'est un effort que nous devons faire, nous, de notre côté, pour pouvoir lui donner tous les prérequis et l'entraîner pour avoir des réponses qui soient pertinentes et qui soient adaptées à notre contexte qui est d'ailleurs en perpétuelle évolution et en perpétuel mouvement. Donc, pour le commun des mortels, ce n'est pas encore le cas, mais sinon, pour une partie des personnes qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, qui sont aujourd'hui sur les bancs d'école, et ben c'est quelque chose qu'ils ont à disposition. Et donc forcément, on a encore une valeur ajoutée en tant que tuteur, en tant que formateur et en tant que facilitateur de contextualiser vraiment et cet impact métier. Il en va de même d'ailleurs pour la mesure de l'impact, puisque on est, we can see it first hand. En tant que formateur, on peut voir à la seconde où on délivre l'information, où on échange sur l'information et où on amène nos apprenants à une situation, un problème, à une discussion, à une résolution de problème, on peut directement commencer à voir l'impact qu'a notre formation sur cette personne, sur son évolution future peut-être et même sur ses comportements journaliers. Donc, la plus grande, pour moi, valeur ajoutée que nous avons aujourd'hui, ça va principalement être l'interaction, puisque l'interaction à voir avec les personnes, c'est ce qui va créer cet apprentissage, c'est ce qui va, quelque part, mettre en commun tous les éléments que vous voyez sur votre écran, le fait de comprendre le besoin, le fait de le pratiquer, de le faire pratiquer, de donner du feedback, tout ça est né à travers l'interaction qu'on a avec les personnes que nous formons aujourd'hui. Donc, ça a toute sa place. Hop, excusez-moi, j'ai avancé. Et tac. Ce qui va devenir critique cette fois-ci. Donc là, on a parlé de ce qui va disparaître, ce qui demeure aujourd'hui comme action, et ce qui va devenir critique dans les mois à venir, dans les années à venir. Je l'ai résumé un petit peu dans cette matrice. Cette matrice est vraiment un moyen pratico-pratique qui va vous permettre de réfléchir à chacune de vos actions, qui vont être orientées formation, selon 4 variables principales. Donc, la première, c'est qu'est-ce qui est automatisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Et vous allez croiser ça avec qu'est-ce qui a de l'impact, donc qu'est-ce qui a un faible impact et qu'est-ce qui a un fort impact. Ok? Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous devez créer un déroulé de formation, on va essayer de voir est-ce que c'est automatisable ou pas.
Si je donne un sujet à l'IA, est-ce qu'elle va me créer un déroulé? Si c'est automatisable, on sait d'avance quelque chose, c'est une tâche de notre quotidien qui va être supprimée parce que ça a un impact faible. Par contre, si c'est quelque chose qui est automatisable et que je pourrais reproduire et qui aura un impact fort sur mon travail, dans ce cas-là, je sais que c'est quelque chose qui va devenir critique parce que je vais apporter de la valeur ajoutée par rapport à ça. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est non automatisable? Et donc, je vais essayer, l'IA va réduire l'impact de cette tâche, ou au contraire, le meilleur d'ailleurs, le meilleur scénario, c'est quand c'est quelque chose qu'on ne peut pas automatiser et qui en plus va avoir un impact fort. Et c'est là où on doit investir tous nos efforts, toute notre valeur ajoutée, notamment par exemple dans les interactions. C'est aujourd'hui quelque chose qui ne peut pas être supprimé, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas réduire, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas automatiser. Donc, il va falloir vraiment investir dans cette interaction, dans la qualité des interactions, dans la qualité oratoire de nos expériences de formation et ainsi de suite. D'accord? Donc, à chaque fois que vous devez planifier des actions de formation, quelle qu'en soit la nature, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est automatisable? Est-ce que ça a un impact? Et est-ce que ça nécessite de l'humain? Et vous saurez au fur et à mesure arbitrer par rapport à cela, voir où tourner vos efforts et où au contraire économiser vos efforts pour un maximum d'impact. Donc votre valeur, c'est vraiment la transformation. C'est ce que vous allez pouvoir transformer que l'IA ne pourra pas faire. C'est vraiment la valeur du formateur de demain, la valeur du tuteur de demain, de l'ingénieur pédagogique de demain, du directeur formation de demain, puisqu'il doit pouvoir pousser toutes les personnes qui le suivent ou qui sont avec lui, qui travaillent avec lui, à produire cette valeur qu'aucun autre outil aujourd'hui n'est en capacité de faire. Concrètement à cet enjeu. Si vous vous rappelez, 2 slides avant, nous avions parlé de l'enjeu qui était celui de ne pas ajouter de l'information, mais plutôt de concevoir vraiment des expériences d'apprentissage. Je vais essayer ici un petit peu de vous partager quelques étapes que vous pouvez mettre en place pour répondre concrètement à cet enjeu. Donc, la première étape, c'est tout simplement d'essayer d'avoir une réduction de la charge dans vos présentations, dans vos contenus, dans vos explications. Pourquoi? C'est la priorité numéro 1. Déjà parce que c'est rattaché à ce qu'on avait discuté tout à l'heure, la théorie de la charge cognitive. C'est la première chose. La deuxième, il faut à chaque fois qu'il y ait une idée clé par écran, jamais plus. Il faut essayer au maximum de supprimer le contenu redondant. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent retrouver l'information, mais par contre, ils ne peuvent pas retrouver une structuration de cette information, un enchaînement logique et un déroulé simplifié avec des éléments de langage pour éviter vraiment que votre support il soit tout en un, parce que le tout en un, il est disponible chez les IA, chez les moteurs de recherche, et ainsi de suite. D'accord? Ici, notre idée, c'est vraiment de permettre de minimiser la charge de nos apprenants en leur donnant à chaque fois une idée clé, un langage simplifié, et par simplifié, je ne veux pas dire simpliste, donc simplifié par rapport au niveau des personnes que nous avons en face de nous, parce qu'on peut avoir la formation la plus développée, si elle ne correspond pas au niveau et aux besoins des personnes que nous avons devant nous, elle est obsolète. D'accord? Donc, l'objectif ici, c'est vraiment au maximum de libérer la capacité mentale pour que l'effort cognitif, il soit dans la rétention et non pas dans la compréhension de ce que la personne a devant elle. L'étape numéro 2, c'est la structuration de l'information. Ça, c'est super important parce que c'est ce qui va permettre de donner du sens. C'est ce qui va permettre d'essayer au maximum d'éviter à vos apprenants de deviner la suite, de réfléchir. Déjà que dans notre comportement quotidien, dans notre consommation de l'information, on a l'habitude d'avoir à ne pas deviner ce qui va se passer et à juste consommer limite de façon inconsciente. Donc, pour que notre action de formation elle soit pertinente, il faut qu'on structure notre information au maximum. Il faut qu'on puisse emmener avec nous l'apprenant dès le démarrage vers une fin, qu'il sache vers où il se dirige. Et pour ça, il faut séquencer un maximum des micro-blocs autant que possible. Il faut annoncer systématiquement les objectifs clairement, ou annoncer le plan qu'on va suivre aujourd'hui, essayer d'utiliser des schémas, des cartes simples, une multitude de formats et de supports de formation, des vidéos, des flipcards et ainsi de suite.
Essayez aussi de créer une progression logique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va maintenir en haleine les apprenants. Et en parlant de ça, il y a aussi une petite théorie qui est utilisée dans la filmographie, dans la production de films, c'est le cliffhanger. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tout simplement l'idée de pouvoir... c'est ce qui nous tient en haleine, en fait, quand on est sur un épisode ou sur une émission, qu'on regarde et qu'on a envie de regarder la suite. Parce que ça s'arrête pile au moment où ça va attirer notre curiosité. Et créer cette progression logique doit suivre un petit peu ça, puisque it's what's gonna keep us coming, en fait. C'est ce qui va amener l'apprenant systématiquement à vouloir continuer, à vouloir venir. Donc, l'idée, c'est de réduire l'effort inutile et au contraire, d'attiser l'attention vers ce qui est important. L'étape numéro 3, ça va être celle d'activer l'effort cognitif, mais cette fois-ci utile. Donc, pas juste connaître l'information, mais l'automatiser. Donc là, il y a toute une étude sur justement comment est fait l'architecture cognitive des personnes, des êtres humains de façon générale. Allez regarder, c'est très intéressant comme thématique, et ça permet justement d'expliquer comment est-ce qu'on perçoit l'information et comment est-ce qu'on passe de la perception et de l'acquisition à l'information à la rétention de l'information. Et la chose qui illustre le plus ça, c'est la conduite. Quand on conduit une voiture, la première fois qu'on la conduit, quand on apprend le code et qu'on apprend à manipuler une voiture, tout nous demande un effort conscient. On n'arrive pas à faire les 2 manipulations, les 3 manipulations en même temps. Embrayer, utiliser la boîte à vitesse, tenir le volant, regarder les miroirs. À un moment donné, ça devient tellement automatique qu'on est en capacité de faire plein d'autres choses sans réfléchir. Et ça veut dire qu'on est passé d'une réception d'informations, d'une réception de connaissances à une automatisation longue durée dans notre mémoire de ce comportement-là. C'est la même chose, par exemple, pour les enfants quand ils apprennent l'alphabet ou quand vous commencez à apprendre une autre langue. Le A, au début, quand on essaie d'écrire, c'est hyper complexe. Ça demande des mois et des mois de pratique. Le A cursive, le A en capital letters, etc. Alors que, à un moment donné, ça devient tellement automatique qu'on n'y pense même pas. D'accord? Donc, c'est cette attention-là qui va permettre de transformer en connaissance longue durée qu'on a besoin impérativement de déclencher chez nos apprenants. Et ça, on va le faire aujourd'hui avec l'environnement où on est, par des cas pratiques, par des mises en situation, par des questions ouvertes, parce qu'il faut qu'on pousse à la réflexion, il faut que nos apprenants puissent connecter cet apprentissage avec ce qu'ils ont déjà, avec leur vécu, avec leurs propres questionnements. Il faut qu'on puisse aussi être en mesure de faire de la résolution de problèmes avec eux, donc partant de leur quotidien par exemple. Tout ça pourquoi? Pour essayer vraiment de créer de la charge Herman, donc de la charge utile à nos apprenants. D'accord? L'avant-dernière étape, c'est le fait d'essayer d'intégrer au maximum des boucles de feedback. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est sans feedback, il y a de très peu de chances que l'apprentissage y soit durable. Pourquoi? Parce que la personne qui apprend, il faut garder en tête que cet apprentissage, il est nouveau pour elle. Si elle apprend, c'est que c'est nouveau. Et à un moment donné, quand elle va commencer à le connecter avec son propre système cognitif, avec ses propres connaissances, avec son histoire, avec ses interactions propres et ainsi de suite, elle va commencer à se poser des questions sur la validité de ce qu'elle est en train d'apprendre, sur la validité de cette information par rapport à sa situation propre, etc. Donc, il faut essayer au maximum de donner des corrections qui sont expliquées, d'essayer de détailler ces corrections parce que c'est ce qui va être retenu. Donc, il y a une différence entre avoir un support très détaillé et avoir des corrections spécifiques expliquées. Il faut avoir dans le cadre d'une structure d'une entreprise des feedbacks du manager, de la personne qui va avoir à valider ou rediscuter ensuite les compétences qu'on est en train de mettre en place. Et il faut aussi, idéalement, autant que possible, permettre une auto-évaluation, quitte à ce qu'elle soit guidée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de créer de l'autonomie chez nos apprenants. Il faut qu'ils soient en capacité aujourd'hui de faire ce travail eux-mêmes et non pas de subir un test de validation. Au contraire, ça doit venir de l'intérieur. Dernière étape partagée, qui serait peut-être utile aussi, ça va être vraiment la répartition dans le temps. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé du fait que il y a la possibilité d'oublier. Donc pour lutter contre cette courbe d'oubli, les fameux 70%, ça pouvait aller jusqu'à 70%, on peut le contrer autant que possible à travers micro-learning espacé par exemple. On peut faire une formation en bloc et puis à chaque fois partager des micro-learning, faire des rappels réguliers,
de cet apprentissage-là, que ce soit à travers des mises en pratique, que ce soit à travers des fiches mémo à partager, que ce soit à travers des petits cursus e-learning ou autres, des rappels réguliers dans ce sens-là, vraiment dans le sens où on va redéclencher une réflexion sur cet apprentissage. Et puis, peut-être, pourquoi pas, réactiver carrément terrain cet apprentissage-là et non pas juste de façon théorique, mais vraiment à travers des cas métiers, à travers des quiz ou des choses qui vont nécessiter de la réflexion de la part de nos apprenants. Ça nous amène justement au nouveau rôle qu'on va avoir demain, aujourd'hui, à partir du temps où on est en pratique. C'est le constat qu'ont fait beaucoup de chercheurs d'ailleurs en la matière, c'est que le rôle de la formation, il va vraiment changer, puisque le rôle de la formation aujourd'hui, c'est de produire. Ce n'est pas ce n'est plus de produire, mais c'est plutôt de concevoir. On devient architecte un petit peu quelque part. On pose les fondations. Le béton existe, c'est les connaissances, c'est la matière première. Mais par contre, est-ce que c'est plus intéressant de la mettre en forme conique ou en forme bâtiment, immeuble, maison ou autre? Ça, c'est notre valeur ajoutée. C'est ce qui nous permet de concevoir, justement, en prenant en considération toutes les variables dont on a discuté aujourd'hui, pour essayer d'avoir vraiment un apprentissage qui ait du sens. L'autre rôle qu'on va commencer à avoir de plus en plus, et d'ailleurs, vous le remarquerez, on parle de plus en plus d'expérience et non. Pourquoi? Parce que le contenu, il est disponible. La question n'est plus la production du contenu, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on se l'approprie, comment est-ce qu'on le digère, on le mâche, on le réfléchit, on le transforme, d'accord? Donc, la formation, pour qu'elle ait son nouveau rôle, va vraiment être la performance et non pas la formation en tant que telle. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est vraiment de transformer l'information en performance, de la transformer en moyens concrets. Ce que vous devez pour moi retenir ici, j'essaie de le résumer en 3 petits points très simples. C'est que l'IA, c'est notre allié. L'IA, ça va éliminer le contenu inutile. Ça a mis en lumière d'ailleurs les parties un petit peu too much de la formation, puisque justement aujourd'hui, on n'est plus obligé de rester des heures et des heures à écrire le contenu, mais elle nous a forcé quelque part à revoir la qualité, à augmenter notre exigence, autant notre exigence en tant que formateur, en tant que tuteur ou en tant qu'apprenant. Donc on devient maintenant, on commence à se rendre compte de la vraie valeur ajoutée de l'humain qu'on a en face de nous, de ce qu'il peut nous apporter, parce que les lettres, les textes et les paragraphes, on les a à disposition. Mais la valeur de la discussion que je vais avoir avec un collègue, un père ou un expert métier, elle n'a presque plus de prix. Et puis, à mon sens, l'IA, en tant qu'outil technologique, elle a quelque part repositionné la formation comme levier business. Parce que pareil, les chefs d'entreprise se rendent compte que telle ou telle connaissance, elle est disponible, mais par contre, elle se rend aussi compte que les personnes qui travaillent ou qui collaborent avec elle ne sont pas forcément en capacité de traduire cette connaissance en compétences métier, en compétences terrain, et donc ils vont avoir recours de plus en plus à la formation comme levier business et comme levier d'amélioration et de développement. Donc pour conclure, le message que j'aimerais que vous gardiez tous, et en tout cas qui a été mon constat propre, c'est vraiment le fait que l'IA ne remplace pas la formation, mais qu'elle révèle en fait ce qui n'avait pas de valeur, et au contraire, elle met en lumière de plus en plus ce qui a de la valeur justement. Et si je dois vous donner une tips, une idée ou une astuce à garder en tête, ce serait principalement celle-ci. À chaque fois que vous faites des actions de formation ou vous comptez créer de la formation, dites-vous toujours qu'est-ce que je vais garder, et dites-vous toujours qu'est-ce que vous supprimez en fait les 50% de votre formation, qu'est-ce que vous garderez. Et c'est la réponse à cette question qui apportera avec elle la valeur, qui fait votre unicité et vraiment votre disons, poids en tant que formateur. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que ça a répondu peut-être à votre curiosité, que ça vous a apporté des réponses, des pistes de réflexion peut-être. Et je vais me remettre sur la page, comme ça, au cas où il y a des questions. Ah, il y en a plein. Merci beaucoup, docteur Youssa, pour votre présentation. Avec plaisir, bien On continue maintenant à la session questions-réponses, si vous voulez bien. Bien sûr. Nous avons déjà quelques questions. Effectivement, c'est ce que je suis en train de voir. Voilà.
Alors là, par exemple, il y a une première question d'Ismaël. Pensez-vous que certains métiers de la formation vont disparaître à cause de l'IA? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. C'est peut-être pas une réponse qui me met en joie, j'avoue. J'adore la formation. Tous les métiers de la formation, pour moi, ont une valeur ajoutée. Mais je pense effectivement qu'il y aura certains métiers qui vont, à un moment donné, disparaître. Comme notamment toutes ces questions de contenu. Mais ce qui va prendre de la valeur, ça va être, disons, pour moi, un reshift en fait des tâches des personnes qui produisent la formation, qui produisent le contenu. Pourquoi? Parce que ça va être ça la nouvelle valeur ajoutée. Je prends un exemple, un concepteur pédagogique aujourd'hui, il a besoin d'avoir une matière première qui est le savoir, qu'il va transformer, qu'il va scénariser, qu'il va storyboarder pour l'adapter suivre la formation. D'accord? Donc, c'est la personne qui donne ce savoir-là qui va devoir changer son comportement ou disparaître. Changer son comportement, pourquoi? Parce qu'elle doit être maintenant en capacité de filtrer les informations qu'elle va donner au concepteur. Pareil, le concepteur aujourd'hui a à disposition une panoplie d'outils qui ne sont pas parfaits, mais qui vont l'aider au travail. Donc, sa nouvelle valeur ajoutée, ça va être de prendre les éléments qui vont découler de l'IA et vraiment à ce moment-là d'essayer de répondre au cahier de charges qu'il a et qui est le besoin réel des apprenants qu'il a en face de lui. J'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, c'est ouvert à discuter, une réflexion propre. Maintenant, il y a autant d'expérience chez chacun de nous que de contextes d'utilisation qu'on rencontre tous les jours. Alors, la seconde question, c'est comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle concrètement le rôle du formateur aujourd'hui? Je pense que j'y ai répondu au fur et à mesure, mais je vais quand même essayer de le aujourd'hui, à mon sens, l'intelligence artificielle, elle va nous apporter une facilité d'accès à l'information, une facilité de proposition. Mais the downside of it, c'est qu'on doit faire un effort intellectuel en tant que formateur de se reposer les questions, de se remettre en question par rapport aux thématiques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand je préparais la présentation que j'allais vous faire aujourd'hui, j'avais une idée en tête de ce que j'allais faire. J'en ai discuté avec l'IA. Je lui ai proposé, voilà, justement, dis-moi en quoi est-ce que l'IA est pertinente aujourd'hui, en quoi elle ne l'est pas. Et l'IA va me donner un déroulé, va me donner plein d'idées, mais ces idées-là ne correspondent pas forcément déjà à une logique que j'ai envie de vous partager. Elles ne correspondent pas forcément au type d'informations que j'aimerais partager et qui sont concrètement utilisées dans le terrain. Et donc, je vais prendre des idées qui m'intéressent, enlever toutes les autres idées qui certes ont de la valeur, mais qui ne correspondent pas au public que je vais avoir devant moi aujourd'hui, à la thématique et à l'objectif de cette présentation. Et je vais commencer à affiner de par mon expérience, de par la valeur ajoutée que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, et de filtrer un petit peu tout ça pour vraiment vous donner une progression de l'information qui est concrète. C'est ça pour moi l'impact de l'IA aujourd'hui. Donc l'IA va donner au formateur l'information, mais le formateur, à travers ses interactions, à travers son expérience, à travers sa connaissance du public qu'il a en face de lui, va pouvoir personnaliser cette expérience de formation. Alors, il y a une autre question. Comment évaluer des apprenants de manière pertinente lorsque les outils IA sont facilement accessibles? Eh bien, l'interaction. Pour moi, il n'y a pas de mot d'ordre, c'est l'interaction et la réflexion. Pourquoi? Parce que un QCM, il peut avoir des réponses en faisant des recherches, des questions vraies ou faux, même chose, hein, ils peuvent avoir des réponses en faisant des recherches sur Internet. Par contre, si vous l'avez devant vous et que vous discutez avec lui, c'est autre chose. Et de toute façon, je pense que nous allons demain voir ça de plus en plus, voir des entretiens d'évaluation de plus en plus, voir des discussions d'évaluation de plus en plus, parce que ce qu'on va devoir faire évoluer chez toutes les personnes qu'on va avoir en face de nous, capacité d'esprit critique, leur capacité de réflexion, de jugement, de discussion et d'utilisation d'informations qu'ils vont trouver. Ça va vraiment être ça la valeur ajoutée de l'évaluation. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent développer des compétences durables dans un monde de plus en plus automatisé? Alors déjà, beaucoup de patience, beaucoup de faith, si c'est possible, parce que effectivement, c'est un contexte où on ne sait pas trop où est-ce que ça va et comment ça ira. Mais je crois que le conseil, je pense, le plus intéressant que je puisse vous donner aujourd'hui, ça va être de développer votre réflexion. Prenez l'IA telle qu'elle est. Utilisez-la au maximum de son potentiel, mais challengez-la.
réfléchissez ce que vous voyez. Ne prenez jamais ce que vous avez comme information comme étant une vérité signée, approuvée. Absolument pas. Il faut réfléchir à ça, il faut croiser les regards, il faut lire, écouter, regarder différentes perspectives, différentes versions, en discuter encore et encore, parce que c'est ça qui fera votre valeur demain. Et ça va être votre apport et votre valeur ajoutée. Ça va être vraiment de développer des compétences de communication, des compétences interpersonnelles, des soft skills et des choses qui sont propres vraiment à l'humain et à chacun de nous et que chacun va pratiquer avec sa petite touche. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me poser vos questions et n'hésitez pas si vous en avez d'autres après avec grand plaisir. Merci pour votre présence à tous. Merci, au plaisir.